bienvenue à tous dans ce numéro consacré au coronavirus ou encore le Covid-19. Le 28 février dernier, l'Afrique a enregistré son premier cas à Lagos au Nigeria. Le 18 mars dernier, le continent a enregistré son premier décès et à ce jour, au sein du continent africain, on dénombre une vingtaine de décès. Nous sommes en direct avec Adam Awad pour faire le point sur les différentes mesures mises en place pour lutter contre la pandémie. Adam Awad, plusieurs mesures ont été prises au sein du continent pour lutter contre la pandémie. Pourriez-vous survoler rapidement ces différentes mesures? Oui, écoutez, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Ces mesures sont de deux catégories. D'abord, une riposte directe contre le virus par le confinement des populations. C'est une mesure qui a été prise, par exemple, par le Maroc, qui a déployé son armée sur l'ensemble du territoire et qui a même promulgué un projet de loi qui punirait tout contrevenant d'une amende. Donc, c'est vraiment une mesure spectaculaire parce que le Maroc aujourd'hui compte 122 cas à l'heure où je vous parle, dont 3 décès. D'autres pays comme le Sénégal sont un petit peu dans une sorte de semi-confinement ou bien de confinement progressif, puisque ce qu'on voit, c'est que quand même la circulation a nettement ralenti dans les principales agglomérations du pays. Il y a certainement des mesures particulières destinées à freiner la propagation du virus. Alors, mais l'ensemble des pays africains pratiquement a pris une mesure, c'est fermer les frontières maritimes, aériennes et terrestres. Donc, les pays sont confinés les uns par rapport aux autres et certainement c'est efficace, c'est pour des raisons médicales, mais on s'interroge un petit peu sur la portée économique, les dégâts sur l'emploi, sur la finance, sur le monde des affaires de tels confinements. L'Afrique fait actuellement face à la pandémie du coronavirus ou encore Covid-19. Alors, quelle est aujourd'hui la politique que l'État a mis en place pour lutter contre les conséquences économiques du Covid au sein du continent? Partout dans le monde entier, on a vu quand même une chose, c'est l'État qui revient en force. L'État avec de gros moyens, avec son pouvoir législatif, avec son pouvoir répressif, avec l'État en fait dans toutes ses dimensions. En Amérique, on le disait la semaine dernière, il y a un programme de 1300 milliards de dollars qui a été mis en place pour soutenir les secteurs clés tels que l'aéronautique, par exemple la compagnie Boeing qui a de grosses difficultés, mais aussi pour soutenir les banques, pour soutenir les PME, pour soutenir les ménages. En Europe, la Banque centrale européenne a mis en place un programme de rachat d'actifs de 750 milliards d'euros. Donc, c'est pour permettre au secteur financier de ne pas se retrouver en crise de liquidité. Donc, c'est pour diminuer le risque de contrepartie. Et c'est pour fluidifier un petit peu le monde du crédit et le marché du crédit. Rien que l'Allemagne, qui est la première puissance de la zone, on compte un programme de soutien de l'ordre de 350 milliards d'euros. En Afrique, petit à petit, on voit des stratégies se mettre en place. Durant ce week-end, il y a une réunion des ministres de finances de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, qui a validé et approuvé les mesures prises par des organes spéciaux de la zone, par exemple la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est la banque commune aux 8 pays de l'UEMOA. Elle a mis en place un programme de 8 mesures clés. Donc, parmi ces mesures, il y a par exemple l'augmentation des disponibilités au profit des banques, les disponibilités hebdomadaires, qui passent donc à 1470 milliards de dollars. Il y a une augmentation d'à peu près 340 milliards. Excusez-moi, je dis dollars, c'est plutôt le franc CFA. Donc, il y a une augmentation de 340 milliards
Donc ça, c'est pour permettre aux banques de disposer de liquidités. Il y a aussi un programme qui concerne spécifiquement les PME et autre chose aussi parmi ces 8 mesures, un programme qui concerne quelques grandes entreprises. Sans parler aussi d'un programme spécifique via la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement, pour maintenir certains programmes d'investissement des États. Donc, vous voyez que l'UEMOA s'est bien organisé. Et à l'heure où je vous parle, nous avons reçu aussi de la Commission économique africaine, qui est un organe basé à Addis Abeba, un démembrement de l'ONU, donc qui s'occupe de l'économie. Donc, la CIA nous informe que les ministres des économies et des finances se sont réunis le 19 mars et ont pris un certain nombre de mesures, mais surtout ont estimé les besoins de l'Afrique pour la période à 100 milliards de dollars. Donc, je répète, 100 milliards de dollars, ce sont les besoins de l'Afrique. Et nous avons en outre, en plus de ces 100 milliards de dollars, nous avons besoin à ce que les intérêts sur les dettes africaines soient relâchés. Et c'est une mesure estimée à 44 milliards de dollars. Donc, en fait, il s'agit de dire aux créanciers de retarder les paiements des échanges de la dette publique comme privée. Donc là, par contre, c'est une mesure qui sera très difficile à appliquer et c'est une mesure qui ne sera mise en application qu'avec vraiment le soutien de la communauté internationale. Donc, vous voyez bien, il y a ici et là des mesures. On s'interroge par contre, tout en se félicitant de ces mesures communes, on s'interroge du silence de la CEDEAO qui est très discrète sur ce plan. Est-ce à dire que la CEDEAO ne fonctionne pas? En tout cas, on l'attend, on la voit pas. On s'interroge aussi du mutisme un petit peu de l'Union africaine aussi via la commission de l'Union qui est assez discrète par rapport à ce programme de coronavirus. On a vu le président de la commission se prêter au challenge main propre, c'est bien, mais à mon avis, il faudrait que l'Union africaine aille beaucoup plus loin en tant qu'organe central de la mise en phase de l'intégration africaine. Vous venez à l'instant de nous parler de la politique mise en place au sein de la zone UEMOA. Qu'en est-il de la zone CEMAC qui, certes, à ce jour, n'a pas enregistré beaucoup de cas de contaminés, mais les conséquences économiques font beaucoup parler d'elle, surtout avec la chute des cours du pétrole? Écoutez, le pétrole continue de baisser parce que tout simplement, il n'y a pas consensus au sein de l'organisation des pays producteurs et exportateurs, l'OPEP. L'OPEP, donc, poursuit plusieurs objectifs qui ne cadrent pas avec les objectifs de ses États membres. Vous savez, il y a d'une part l'Arabie saoudite qui a des visées géopolitiques d'abord. Je pense que ce sont ces visées qui sont mises en avant parce qu'il s'agit de freiner le retour le retour de l'Iran. Il s'agit donc d'empêcher l'Iran de profiter de la manne pétrolière, puisque l'Arabie saoudite peut se le permettre, elle a beaucoup de réserves. Or, l'Iran, l'ennemi héréditaire, le représentant de l'islam chiite, l'Iran a besoin immédiatement de réintégrer le marché du pétrole et de produire à plein régime. Donc, en provoquant cette baisse du pétrole, l'Arabie saoudite empêche l'Iran de revenir. Mais pour combien de temps? Puisque l'Arabie saoudite elle-même a des réserves qui, à la longue, vont se tarir. En attendant, il y a aussi la Russie qui a d'autres objectifs, c'est de freiner la production du pétrole de schiste américain. Et la Russie est très heureuse aujourd'hui de voir que ces producteurs américains ne pourront pas, à ce niveau de pétrole, être rentables. Donc là, voilà un deuxième objectif. Et puis, il y a les États-Unis, c'est-à-dire l'administration américaine, qui est très contente de voir et la Russie, et paradoxalement, et l'Iran et le Venezuela être en difficulté. Donc, c'est un jeu de poker menteur dans lequel nous, Africains, nous sommes pris en piège et nous ne pouvons décider de rien puisque malheureusement,
On n'a pas une cotation du pétrole africain en Afrique. Le fameux Ebony Light dont on parlait dans Financial Afrique l'année dernière, qui était en projet, semble être mort de sa belle mort, puisque le secrétaire général des pays africains producteurs de pétrole qui avait porté le projet a été depuis lors remercié. À l'heure actuelle, Adam Awad, est-ce que l'Afrique dispose suffisamment de moyens pour faire face à la pandémie? Alors, le continent africain sort d'abord de la crise. Vous savez que entre 2015 et 2016, nous avons enregistré l'une des croissances les plus faibles de ces 20 dernières années. Donc, on était en train de nous reconstituer. La zone CEMAC, par exemple, avait mis en place un programme choc en décembre 2016 qui était destiné à la relancer. On a frôlé la dévaluation des francs CFA zone CEMAC. D'autre part, des pays comme l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui sont les deux économies africaines, avaient enregistré coup sur coup pendant 3 ans des niveaux de croissance très bas. Et ces pays commençaient à peine à relever la tête de l'eau que voilà que le Covid-19 s'annonce. Donc, certainement, on se dirige tout droit vers la récession cette année. C'est inéluctable. C'est la récession parce que vous savez que nous sommes dépendants de 2 grands pôles dans le monde. C'est l'Asie, la Chine en particulier, et l'Europe, l'Union européenne. Donc, nos exportations et nos importations vont vers ces régions, en plus aussi de l'Amérique. Mais si vous voyez très bien aujourd'hui, il y aura très peu d'achats, très peu d'acheteurs de nos matières premières, puisque la Chine est grippée, donc nous, on tousse. D'autre part, côté production, c'est-à-dire nous sommes des pays touristiques, le tourisme est freiné, frappé de plein fouet, parce que le premier pays émetteur de touristes au monde, ce n'est pas l'Amérique, ce n'est pas la Chine, c'est toujours l'Allemagne. Et l'Allemagne aujourd'hui aussi est grippée, c'est l'un des pays les plus touchés dans la zone Europe. Il y a aussi la France, l'Italie et l'Espagne qui sont des pays émetteurs de touristes vers le Maghreb et l'Égypte. Donc ces pays aussi, dès lors qu'ils ont mis des restrictions très fortes à l'arrivée comme au départ, donc on voit bien que les hôtels ne seront pas remplis cette année et que nous risquons de perdre des milliards de dollars. À lui seul, le Maroc reçoit chaque année l'équivalent de 10 milliards d'euros sous forme de recettes touristiques. D'autre part, il y a aussi les envois des diasporas. Vous savez que la diaspora africaine envoie chaque année 62 milliards d'euros. Donc cette année, avec ce qui se passe en Europe, en Amérique et en Chine, nous attendons à une baisse drastique des envois de la diaspora. Et là, ça va poser problème, puisque si nos balances commerciales sont structurellement déficitaires, jusqu'à présent, on arrivait un petit peu à contrebalancer cela avec les envois des diasporas. Donc, on se dirige pour 2020. Je ne dirais pas année horribilis, mais presque. Espérons juste que la crise de Covid-19, je dirais, ne soit pas très longue. Vous disiez tantôt que beaucoup d'États africains ont fermé les frontières aériennes et maritimes. Du côté des États-Unis, c'est la même politique qui est appliquée. Outre cela, le président Trump a mis en place une politique de 1000 milliards de dollars et une distribution de 1000 dollars à chaque citoyen américain pour faire face à la pandémie. En ce qui concerne le continent africain, quelle est la politique qui a été mise en place pour la prise en charge des ménages qui subissent d'une manière ou d'une autre les conséquences du Covid-19? Justement, c'est là où on peut dire il y a la particularité africaine, malheureusement. On parlait tous ces jours-ci d'une autre particularité en disant que les Africains sont immunisés et que c'est une maladie de blanc qui ne touche pas les Africains. Mais la principale préoccupation en Afrique consiste sur ce très peu d'États. Le fait que l'État africain, depuis 30 ans, a délaissé certains secteurs comme la santé, comme l'éducation, comme la protection sociale, ce qui fait que l'Africain est certainement celui qui va payer le prix le plus lourd, puisque le confinement a un coût. Là où l'Américain reçoit 1000 dollars et l'Européen reçoit des mesures d'allègement et une protection sociale efficace, l'Africain sera livré à lui-même. Déjà, il était informel parce que n'oubliez pas que 80% de nos emplois viennent de l'informel, des PME et autres.
Donc, la Commission économique africaine parle d'un risque de perte de 30 millions d'emplois. Vous savez, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc là, il y a vraiment des mesures à prendre, des mesures courageuses, mais nous ne faisons pas d'illusions. Nos États aussi n'ont pas les moyens parce que tous nos budgets sont construits sur un petit peu l'aide étrangère, sur les recettes des exportations de matières premières. Donc là, vous savez bien que l'aide publique au développement ces dernières années n'est plus ce qu'elle était et les recettes des exportations sont nettement baissières. Donc, où trouver de l'argent? C'est une équation, c'est une question vraiment urgente et en attendant, on peut dire que les Africains risquent vraiment de payer doublement sur cette crise de Covid-19. Pour finir avec vous, Adama, à quoi doit s'attendre le continent africain dans les jours à venir? Alors, à quoi s'attendre? Oui, voilà une bonne question. Cela ressemble à un saut dans le vide. Hein. On n'a pas de visibilité, ni du côté de l'OMS qui devrait elle-même nous dire un petit peu si la pandémie sera durable ou non. Et maintenant, même l'OMS elle-même n'a pas de visibilité. Donc, en l'absence de visibilité sur le plan médical, puisque c'est la racine du mal, on ne peut pas se hasarder à grand-chose aujourd'hui. On peut juste constater qu'il y a deux doctrines qui s'affrontent. Il y a une doctrine peut-être portée par la Corée du Sud qui n'a pas fait de confinement, mais qui a fait des tests par milliers et qui a pris les personnes les plus vulnérables, les personnes atteintes. Et là, il y a moins de décès. Il y a d'autres pays qui ont décrété le confinement global ou bien total, comme la France, même si dans ce pays, on voit que le Conseil d'État s'oppose à certaines caractéristiques de ce confinement. Donc là, il y a une jurisprudence qui se prépare certainement et qui va gagner aussi le reste du monde. On voit aussi dans ces deux écoles, l'école française du confinement total, peut-être apeurée par l'Italie et l'Espagne, où en ce moment, on peut dire que c'est une véritable tragédie. Il y a les Anglais qui avaient adopté la doctrine coréenne, mais qui y ont renoncé sous le poids des statistiques et qui aujourd'hui reviennent vers la méthode française, peut-être sans le dire. Et puis, entre tous, il y a aussi la méthode néerlandaise, hollandaise, qui est mi-figue, mi-raisin, qui prône le confinement sans le dire. Donc, entre toutes ces méthodes, je pense que l'Afrique doit, encore une fois, aller vers la méthode qui lui permettrait, compte tenu de ses moyens très limités, compte tenu de sa vulnérabilité, à obtenir le maximum de protection médicale et économique pour ses citoyens. Voilà. Merci beaucoup Adama Wade d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres dans ce numéro spécial consacré au Covid-19. L'information continue sur financialafrique.com.